Donc moi je suis Patricia Sajous, co-organisatrice donc de la journée Sténor, membre de Sténor, avec un certain honneur depuis le début de l'aventure. Je suis géographe et je suis basée à l'Université du Havre. Donc aujourd'hui, jusqu'à à peu près midi et demi, donc je vais animer la table ronde, la deuxième table ronde de la matinée, qui, il faut le reconnaître, d'après son titre, quelles actions prioritaires pour les déplacements en Normandie, a un titre que je qualifierais relativement ambitieux. D'une part, la volonté d'identifier des actions, et on va voir, je vais faire un tout petit rappel de l'actualité. En soi, c'est quelque chose qui est déjà un joli défi, il me semble. Et au-delà de ça, il y a aussi cette idée de hiérarchiser, c'est-à-dire de voir les actions prioritaires sur lesquelles il faut se pencher avant tout. Alors, je parlais d'une actualité, je disais effectivement, j'insistais un peu sur ce côté ambitieux de cette table ronde, et j'ai toute confiance dans nos intervenants pour que l'on puisse ensemble poser un débat autour de cet intitulé. Il y a effectivement une actualité qui est très dense. Sur la question des transports de personnes. Une actualité déjà au niveau national, avec d'une part la loi, mais surtout les décrets qui se succèdent concernant la loi relative à la transition énergétique, ne pas oublier également la loi NOTRe, et qui a naturellement des répercussions sur le niveau régional, puisque cette loi NOTRe, elle est aussi extrêmement récente, donc il faut continuer à s'approprier les nouveaux paramètres de ce nouveau périmètre. Et donc, ce que j'entends par là, c'est les compétences. Et puis, il y a les chantiers. Il y a les chantiers qui sont déjà en cours, lancés sur les territoires normands. Je citerai quelques-uns de ces chantiers qui me semblent quand même assez symboliques sur la question de la mobilité et du transport. Tout d'abord, le redéploiement de la fameuse petite carte à tout mode qui permet de mettre différentes natures de titres de transport sur cette petite carte et donc de vraiment se déplacer sur tout le territoire normand. La prise en charge aussi de l'intégralité des lignes SNCF, pas simplement TER. Et puis, également, pour parler un peu routier aussi, le contournement de l'est de Rouen, du périphérique nord de Caen, etc. Donc une actualité qui est dense, mais qu'il faut aussi inscrire, et justement il ne faut pas être que dans l'actualité. Et l'idée là, elle est un petit peu de se poser aussi, de poser une discussion, parce que cette actualité, il faut quand même l'inscrire dans une dynamique régionale qui, elle, est une dynamique qui est déjà plus installée. Et c'est pour ça que dans notre petit texte introductif, nous avions parlé de mise en perspective pour justement être dans l'articulation entre cette actualité et également la dynamique régionale. Je soulignerai peut-être de façon peut-être un peu solennelle, je ne sais pas si vous me le reprocherez, mais je pense qu'on vit un temps très particulier de notre histoire régionale et donc un temps très particulier pour réfléchir sur nos territoires. Alors, j'espère qu'ici, nous aurons une discussion des plus constructives sur ce sujet. Donc, pour le coup, ce qui m'amènera aussi à être un petit peu gardienne du temps, de faire circuler la parole, et puis, dans un deuxième temps, d'abord entre nos intervenants, et puis, dans un deuxième temps, avec le public. Je vais d'abord tout de suite, je dirais, passer la parole à ces intervenants. Je les remercie de leur présence et je vais, alors les noms s'affichent effectivement derrière vous, mais je souhaiterais quand même que vous puissiez vous présenter rapidement et au-delà du titre qui est noté dans le support, de nous expliquer vraiment en 2 mots quelles sont les missions que vous couvrez. Peut-être que, je ne sais pas quel bout on commence. Thierry Lochard, vous voulez peut-être commencer? Oui, chacun. Bonjour à tous et à toutes. Voilà, donc je suis Thierry Lochard, je suis urbaniste de formation et je travaille depuis 6 ans à la URH sur des projets urbains, mais également sur des missions mobilité, plutôt mobilité durable. En gros, quelles solutions alternatives on peut trouver au déplacement routier, et notamment la voiture individuelle. D'accord. Donc je traite uniquement des voyageurs. Les marchandises, il y a eu une table ronde fort intéressante d'ailleurs.
sur le trafic marchandises, donc c'est plutôt le trafic voyageurs. D'accord. Isabelle Karcher. Oui, bonjour à tous. Isabelle Karcher, je suis directrice mobilité et développement durable à la CODA, la communauté d'agglomération havraise, donc, qui regroupe 17 communes. On est une autorité organisatrice de la mobilité. Je vous parlerai des champs de ma direction qui couvrent et la mobilité, mais aussi le développement durable. Et on entend par là en fait tout ce qui couvre la transition énergétique. Donc rénovation énergétique du bâti, mais aussi économie circulaire et notamment circuits courts d'approvisionnement alimentaire notamment. Bonjour, je m'appelle Célia Broussard et je travaille à la Caisse nationale d'assurance vieillesse, à l'unité de recherche sur le vieillissement, et je suis parallèlement étudiante, doctorante à l'Université du Havre, et je travaille sur la mobilité locale, quotidienne, des personnes retraitées qui sont bénéficiaires de l'action sociale de la CNAV et de non-bénéficiaires, et je travaille notamment sur le Pays de Bray, où je rencontre des personnes âgées, retraitées, voilà, d'une moyenne d'âge de 77 ans. J'ai rencontré 15 personnes et je vous ferai un petit retour dessus. Bonjour à tous, donc Vincent Breteau, je suis directeur général adjoint des services de la région Normandie et je suis en charge des transports et de l'aménagement du territoire, ce qui regroupe à la fois les questions de contractualisation avec les territoires pour financer leurs équipements, mais également les sujets de démographie médicale, de renouvellement urbain, politique de la ville, et également il y a une direction qui s'occupe de l'aménagement numérique et donc en particulier le déploiement des réseaux très haut débit. Bon, et sur le transport, voilà, on va en parler. Bonjour à tous et à toutes. Ludovic Couturier, donc je suis le directeur administratif de l'IDIT, qui est l'Institut du droit international des transports. Et on va bientôt rajouter un M, mais ça va mal sonner. On travaille également sur la mobilité depuis quelques années. Donc nous sommes un organisme de recherche privé qui effectue des études dans le cadre de projets, notamment projets collaboratifs de recherche avec des établissements académiques, mais également avec des industriels. Et nous nous intéressons à ces questions de mobilité depuis 4-5 ans environ, au travers de différentes missions, en particulier une mission avec un industriel sur justement ces questions de réglementation, et également dans le cadre d'un projet qui s'appelle Xterm, avec lequel nous sommes associés à Patricia dans le cadre de ces travaux sur l'écomobilité notamment, et sur l'interaction des réseaux d'acteurs dans ce domaine, et en particulier dans le domaine juridique et réglementaire qui pose un certain nombre de questions. Merci beaucoup. Vous verrez que sur cette slide, il y a aussi de citer Monsieur Hugues Genquin, que je vous demanderai de vouloir excuser, qui a dû se décommander ce matin. Pour autant, j'ai le principal de l'intervention et du message qu'il voulait vous faire passer, donc je pourrais aussi m'en faire le relais. Alors justement, pour rentrer sur cette discussion des actions prioritaires, il nous faut quand même, il me semble, rentrer un petit peu plus sur le corps de cette actualité. Et c'est pour ça que je voulais demander, dans un premier temps, sur un petit exposé rapide de 5-6 minutes, à Ludovic Couturier, justement de nous dresser un petit peu le tableau de l'actualité législative. Il me semble que c'est par là qu'il faut commencer. Donc, si je devais le formuler en une question bien officielle que je vous adresse, Ludovic, qu'est-ce que la loi NOTRe, et voir par ailleurs la loi MAPTAM également, puisqu'il y a une certaine continuité, ainsi que la loi transition énergétique, ont changé depuis 1 an, et finalement, qu'est-ce qu'elles vont changer encore dans les mois qui viennent ? Parce que là, on est quand même rentré on a beaucoup entendu le terme de Big Bang. Est-ce que vous confirmez ? Je confirme, mais ce d'autant plus qu'effectivement, ce Big Bang est très récent. Il est difficile encore de mesurer tous les impacts. On est en plein bouleversement, notamment sur les compétences des autorités dont les compétences portent sur les mobilités au sens large. Et donc, c'est assez édifiant de voir quelles mesures, en fait, un certain nombre de règles sont venues, en fait, évidemment, s'insérer dans le corpus réglementaire. Et ces règles sont d'ailleurs très récentes, puisqu'elles datent de 2010.
Et on n'a pas fini, puisque on nous prépare pour le premier semestre 2018 une loi d'orientation sur les mobilités. Vous avez tous entendu parler des assises de la mobilité. Et ces assises viendront préparer l'émergence d'un nouveau texte à l'intérieur, et qui peut-être viendra aussi de nouvelles fois bouleverser, peut-être contredire tout ce que je dirais aujourd'hui. Donc, je l'espère pas, mais... alors, j'ai employé beaucoup de sigles pour aller plus vite. Et notamment, je vais débuter par une première loi qui est venue s'insérer dans le corps réglementaire, c'est la LOTI. Alors la LOTI, c'est la loi d'orientation des transports intérieurs. Cette loi date de 1982, mais il y a une ordonnance du 28 octobre 2010 qui est venue modifier cette loi, qui instaure un droit au transport. On parle encore de transport au sein de cette loi. On verra par la suite que le mot transport, il disparaît. Donc on ne parle plus de transport, mais on parle de mobilité. Et puis il instaure également, on est au sommet de la pyramide législative, de la pyramide des compétences en matière de mobilité, puisqu'en fait il instaure le service public des transports, et en particulier il décrit les missions des pouvoirs publics. Et dans l'article 5 de la LOTI, nouvelle version, c'est notamment la mission d'organisation des transports publics. Donc, mission de service public, et en particulier organisation des transports publics, qui est une mission de service public au sens propre. Il y a eu d'autres lois avant les lois dont Patricia a bien voulu vous parler. C'est la loi LOR, qui sur la loi sur l'utilisation rationnelle de l'énergie. Il y a eu la loi SRU de 2000. Donc là, c'est plutôt un encouragement de coopération entre les AOT, donc AOT, autorité organisatrice de transport. Et puis, cette loi SRU a modifié la loi LOTI. En particulier, il y a un élément intéressant en termes de compétences. Je ne parle pas de compétences là, on parle de compétences juridiques. Donc, si vous tentez, je parle de compétences, c'est pas un adjectif. Je ne dis pas que les personnes à côté de moi ou qui représentent des autorités ne sont pas compétentes sur certains points. C'est simplement un terme juridique. Donc, je voulais le signaler. Donc, c'est la région qui, dans le cadre de cette loi, est devenue qui organise notamment le financement des services ferroviaires régionaux des voyageurs, donc au travers de conventions entre la région et la SNCF. Et là, se posera notamment à terme la question de la compatibilité du monopole de la SNCF sur les transports régionaux, puisque là, c'est un petit peu c'est un petit peu plus tard, mais quand même, c'est presque demain. Vous le savez tous, l'Europe impactera aussi le fonctionnement des réseaux ferroviaires, puisque les TGV, notamment, seront ouverts à la concurrence le 31 décembre 2020 et les TER le 31 décembre 2023. Ensuite, vous avez eu la loi sur la réforme des collectivités territoriales de 2010, qui a créé les pôles métropolitains. Donc, vous en avez quelques-unes qui, évidemment, en Normandie existent. C'est le pôle métropolitain de Rouen, la métropole de Rouen, et puis Caen, Normandie, métropole. Et le pôle métropolitain de l'estuaire de la Seine. Mais j'en parlais, il n'a pas c'est pas une personnalité morale au sens... Si. D'accord. Depuis quelques mois. Je suis au A, pardonnez-moi, mais je pensais que c'était effectivement... C'était une asso et c'est devenu un syndicat mixte D'accord. très récemment. Avec mes excuses. Donc la loi MAPTAM, donc sur la loi de la modernisation de l'action publique territoriale d'affirmation des métropoles. Donc à travers cette loi-là, on a créé, les autorités organisatrices de transport urbain sont devenues des autorités organisatrices de la mobilité, donc le terme transport, donc on parle d'AOM. Donc évidemment, au travers de cela, donc les compétences de ces AOM vont au-delà des transports collectifs urbains, puisque là on parle aussi de compétences sur des modes alternatifs comme le covoiturage ou l'autopartage. Et puis, petite précision, la loi NOTRe, qu'on va évoquer ensuite, a transformé la notion de périmètre de transport urbain pour le transformer en ressort territorial de l'autorité organisatrice de la mobilité. Je vais y arriver.
Donc, pour ne plus limiter en fait la compétence de ces AOM au seul transport urbain. Il y a ensuite des schémas de planification qui ont été intégrés au travers de cette loi MAPTAM. C'est le schéma régional de l'intermodalité. On parle d'intermodalité puisqu'en fait vous pouvez utiliser plusieurs modes de transport. On ne parle pas ici de transport de marchandises, mais transport de personnes. Donc vous pouvez utiliser effectivement un bus, un métro, un vélo, enfin toutes sortes de moyens de transport qu'on peut imaginer. Et puis, ce qui veut dire que le SRI, ce fameux SRI, coordonnera à l'échelle régionale les politiques conduites en matière de mobilité par les collectivités publiques. Donc ça concerne à la fois l'offre de services, ça concerne l'information des usagers, la tarification, c'est important, et puis la billettique, puisque vous évoquez, Patricia, le à tout mode, donc effectivement ça rentre dans ce cadre-là. Alors, également, la loi MAPTAM a créé un nouveau statut pour les métropoles, donc ce qui permet aux agglomérations de plus de 400 000 habitants d'exercer pleinement leur rôle en matière de développement économique, d'innovation, de transition énergétique et de politique de la ville. Oui, je vais aller plus vite. Je vais aller très vite. Donc, la loi MAPTAM a transformé effectivement a créé des AOM. Donc, il y a des compétences en matière également de voirie, de signalisation, d'abris de voyageurs, d'aires de stationnement. Et puis également une participation à la gouvernance, ça c'est important, à l'aménagement des gares situées sur le territoire métropolitain. Ensuite est venue la loi NOTRe, qui date de 2015, donc nouvelle organisation territoriale de la République. Donc c'est le troisième volet de la réforme des territoires, donc après la loi MAPTAM et la loi sur la délimitation des régions. C'est une loi qui est venue effectivement simplifier, clarifier le rôle des collectivités territoriales. Alors à ce stade, au travers de cette loi, la région devient réellement responsable sur son territoire du développement économique. Auparavant, elle était chef de file. Là, elle devient véritablement responsable. Et au travers, notamment, elle est chargée de l'élaboration de 2 schémas majeurs prospectifs en matière notamment qui touchent évidemment à la mobilité. C'est le SRDE2I, donc Schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation, et le SRADDET, SRAD2DET, donc qui remplace le STRAT, excusez-moi, sur le schéma c'est effectivement le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires. Donc, ça impose évidemment, c'est important puisque ça impose en termes de hiérarchie des schémas de planification. Ces schémas s'imposent en fait aux autres collectivités et notamment les SCOT et les PLU, les plans locaux d'urbanisme, doivent être compatibles avec ces schémas. Alors, ce qui est important, c'est qu'en matière de transport, elle a provoqué la mise en retrait de l'échelon départemental dans l'organisation du transport interurbain au profit du niveau régional. Et effectivement, à partir du 1er janvier 2017, les régions sont devenues compétentes en lieu et place des départements, donc sur les transports routiers non urbains, donc ou interurbains réguliers ou à la demande, puisque, sur les transports scolaires, et puis également la construction, l'aménagement et l'exploitation des gares, et puis également sur, ça c'est extrêmement important, sur l'organisation des transports ferroviaires régionaux, notamment les lignes inscrites au plan régional. Également, précision de la loi NOTRe sur les modalités de mise en œuvre de la nouvelle compétence mobilité transport, en particulier sur le ressort territorial de ces autorités. Voilà, ça c'était les éléments MAPTAM et autres et le NOTRe. Je voulais quand même citer, puisqu'on est dans le cadre de la mobilité, d'autres lois. La loi Macron de 2015, vous avez entendu parler des bus Macron. La loi sur la transition énergétique et pour la croissance verte. Donc notamment, elle prévoit que l'État en fait va définir une stratégie pour le développement de la mobilité propre. Donc ça concerne évidemment le développement de véhicules à faible émission, l'amélioration énergétique des parcs de véhicules. Ça, je parle aussi pour le transport de marchandises. Ça, c'est l'augmentation du taux de remplissage des véhicules de transport et de marchandises.
Voilà, ça c'est d'autres éléments qui vont impacter. 2016, évidemment, on a tous vécu la création des nouvelles régions, mais ça n'impacte pas sur leurs compétences en tant que telles, au travers de la loi NOTRe. Alors là, je pense que je vais vous arrêter. Oui, parce que j'allais en venir au point clé, mais je pense qu'on va pouvoir y revenir au travers des questions que je vais juste reprendre un petit peu la parole pour dire que je pense qu'on a très bien compris que le terme Big Bang n'est absolument pas volé. On pourrait presque même peut-être parler d'une certaine révolution. Et en fait, j'espère ici, et ce serait la preuve que vous avez vraiment bien fait votre exposé, j'espère que personne n'a rien retenu, si ce n'est qu'il y a un bel amoncellement de reconfiguration du contexte législatif. Un amoncellement qui vise à une clarification. Donc c'est presque une... Nous aurons le temps de reparler de cette image d'un amoncellement qui vaut pour clarification. Alors... Suite à votre prise de parole, merci Ludovic, Hugues nous avait aussi préparé un certain nombre de messages, donc que je vais ici reprendre relativement rapidement. L'idée, je projette d'abord simplement une carte. L'idée de Hugues Genquin, c'était de montrer un petit peu quel était l'état de la région, de redonner un cadre par rapport à qu'est-ce que ça représente, les mobilités résidentielles et les mobilités quotidiennes au sein de la région Normandie. Alors il nous rappelle les grands moments, enfin les grands messages de son intervention, c'était le fait de rappeler que les individus sont de plus en plus mobiles et que cette mobilité en plus s'accélère. Déjà au niveau national, on a besoin de reprendre le cas régional et de le regarder à travers l'espace aussi en changeant de lunettes finalement et en se repositionnant quelque peu au niveau national. Donc il nous rappelle qu'entre 2003 et 2008, il y a quand même 13 millions de Français qui ont déménagé et qui ont changé de commune de résidence. C'est un résident sur 4. Au-delà de ça, il y a aussi eu modification sur la période, et au-delà d'ailleurs de cette période, sur le changement des territoires qui sont attractifs. Et aujourd'hui, les territoires attractifs, comme on peut le repérer d'ailleurs sur cette carte, c'est quand même les territoires du littoral atlantique et également du sud. Troisième temps, il nous rappelle que la croissance de la population est ralentie, même de manière assez nette, dans plusieurs grandes agglomérations, comme Lille, Strasbourg ou Nice, et il nous donne le rang de Caen et de Rouen. Rouen se situe dans la moyenne nationale, donc de ce ralentissement. Caen a l'air de sortir un petit peu mieux son épingle du jeu. En tout cas, une projection de 2010 de l'INSEE dit que la population française aura augmenté de 14,5% en 2040, et que pour le coup, cette attractivité, elle va se répercuter dans les territoires, en tout cas cette croissance, aux alentours de 7% pour la région Normandie, alors que, pour donner un chiffre, 24% d'augmentation de croissance donc de population sur la région Bretagne, notre voisine. Donc il me donnait cette carte en disant que cette carte est à l'image finalement de ce clivage entre les territoires français, avec un positionnement normand, qui, de son point de vue d'économiste, même s'il n'est pas catastrophique, n'en reste pas moins préoccupant. Notamment sur les données ici en pourcentage, et il m'avait aussi donné une carte sur le nombre d'individus. Le deuxième grand message, c'est le fait de nous rappeler que ces inflexions migratoires, elles ont forcément un écho sur notre territoire en termes de développement économique. Et elles peuvent donc générer le développement de certaines filières, et il cite, tout à fait à raison par rapport aux travaux de Célia en particulier, il cite la silver economy, donc l'économie des cheveux argentés. Et donc il dit que cette question de ces inflexions migratoires va intéresser particulièrement la Normandie. Territoire multiple, c'est surtout ce sur quoi il insiste, c'est que finalement, par rapport à ces devenirs, d'après ce qu'il nous rapporte, la Normandie a plusieurs à la fois cartes à jouer ou plusieurs champs aussi d'attention à porter. Une Normandie où la ruralité est vraiment présente, qui côtoie une industrie qui est encore sous les effets de la dernière crise, la question de la proximité de la capitale qui va générer des phénomènes migratoires pendulaires, et puis je citerai aussi un autre point, puisque
Monsieur Breteau est aussi en charge un petit peu des questions de santé, les modifications aussi des services de l'État, notamment hospitalières et judiciaires par exemple. Donc voilà un petit peu cette vision des mobilités résidentielles à avoir et surtout de leur importance sur le territoire en tant que dynamique et derrière eh bien, la répercussion sur le développement local. Quelques chiffres rapidement sur la mobilité quotidienne. L'Adréal a sorti en 2016 via son observatoire des mobilités normandes un guide. J'ai pris là les plus grands chiffres sur les déplacements domicile-travail pour un petit peu donner le rythme, le pouls de la région. 78% de ces déplacements domicile-travail en voiture, en hausse encore. Je vous adresserai la question. Entre 2008 et 2012, des déplacements à pied pour le même motif de déplacement qui sont en baisse. 6,4% de ces déplacements qui se font en transport en commun. Nous restons en dessous de la moyenne nationale. Et puis, une image générale de la motorisation des ménages, baisse du nombre de ménages qui n'ont plus de voiture et encore une augmentation assez importante. Je n'ai pas gardé le chiffre de 2008, mais on passe quand même de quelque chose qui était aux alentours de 33-34 à 37% de ménages maintenant en Normandie qui ont au moins 2 voitures. Et pour compléter, très récemment, donc vraiment il y a quelques jours, est sorti le portrait de la Normandie, un dossier donc de INSEE Normandie, qui nous dit par ailleurs que l'accessibilité se fait en moins de 7 minutes en voiture aux équipements de proximité, tels les banques, l'épicerie, etc., et aux services de santé également, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des soucis par ailleurs, en particulier par rapport aux généralistes, mais on est quand même bien placé par rapport à la moyenne nationale, et la vulnérabilité énergétique, c'est-à-dire le coût de l'achat de l'énergie, du carburant pour mettre dans sa voiture est particulièrement lourd et particulièrement ressenti par les ménages qui se situent dans l'Orne et dans le pays de Bray. Alors, en ayant repris très rapidement ces éléments de M. Genquin, au-delà de ça, eh bien, je voudrais maintenant je reprends ma casquette d'animatrice en tant que telle, en ayant échangé avec chacun d'entre vous, Ludovic Couturier vient aussi de le dire, le mot transport disparaît. Et c'est le terme mobilité qui apparaît. Et ce changement, c'est ce que j'aimerais bien que l'on voit ensemble, à mon avis, est loin d'être anodin. Alors, dans un premier temps, je vais d'abord me tourner vers ceux qui sont particulièrement au front sur ces questions-là, donc Monsieur Breteau et Madame Karcher, et je voudrais vous demander à l'un et à l'autre une petite question subsidiaire quand même. Déjà, c'est le fait de savoir cette séquence législative intense, comment la vivez-vous avec vos équipes? Pouvez-vous profiter de l'opportunité que c'est, parce qu'elle offre des possibilités d'articulation, mais au-delà de ça, intense, ça veut aussi dire que le SRADET est à rendre très rapidement. Enfin voilà, on a des séquençages de rendu de documents qui sont quand même aussi extrêmement importants. La question principale, au-delà de cette question de l'intensité, c'est de savoir, pour vous, où sont les priorités de vos actions. Alors, le chef d'orchestre, si je puis me permettre. Modeste. Oui, alors, juste sans partir sur autre chose que le thème, mais il faut quand même rappeler, je pense que ça a échappé à personne, qu'il y avait 2 régions et qu'il n'y en a plus qu'une en Normandie. Et que tout ce qui a été dit sur l'évolution législative autour du transport et de la mobilité s'inscrit aussi dans une évolution institutionnelle assez marquée pour ce qui concerne la Normandie. Ce n'est pas forcément le cas d'autres régions qui n'ont pas évolué de périmètre. Et ça, c'est vrai que globalement, c'est aussi un gros changement à prendre en charge, y compris sur ces volets transport, aménagement du territoire. C'est un territoire totalement différent finalement, sur lequel on exerce aujourd'hui ses compétences. Juste pour dire, effectivement, la région Normandie a fait le choix,
a souhaité faire de ces grands changements des opportunités. Et je le dis pour un sujet tout particulier qui est le transfert à la région des transports interurbains et scolaires. Et en particulier, voilà, et clairement, d'ailleurs, les régions n'étaient pas particulièrement fans de récupérer le transport scolaire. C'est quand même une compétence qui est complexe à exercer, qui nécessite de la proximité, qui nécessite de la réactivité, etc. Et je ne dis pas que l'échelon départemental était le bon échelon, parce que je me pose des questions sur l'échelon départemental, mais c'est vrai que, en tout cas, à l'échelon régional, ça nous a obligés à réfléchir à la manière dont on pouvait faire ça. Mais on a décidé d'en faire une opportunité, parce que de toute façon, on n'avait pas le choix, et donc on a effectivement, parallèlement à ces changements, en plus de tous ces changements législatifs, la région Normandie a fait ce choix de prendre la main sur les trains intercités. Alors que la loi ne nous y obligeait absolument pas, et je dirais même qu'il a fallu, dans un premier temps, discuter sérieusement avec l'État, qui à la fois disait qu'il ne savait pas faire, il avouait, dire nous, les trains, on ne sait pas gérer. Mais en même temps, toujours un peu compliqué pour l'État de démanteler quelque part une de ses compétences. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le constat, j'en viens à ce que je voulais dire, c'est qu'on se retrouve avec une région qui, en fait, se retrouve la grande collectivité organisatrice des transports et de la mobilité. Je ne vais pas rentrer dans le débat transport-mobilité, parce que nous, région, nous restons autorité organisatrice des transports officiellement. C'est une bizarrerie. Grande collectivité aux côtés en fait, des agglomérations, en particulier des plus grandes agglomérations qui sont devenues des autorités organisatrices de la mobilité. Mais on a donc la main en Normandie sur tout, puisque à part un TGV Le Havre, Rouen, Marseille par jour, et les quelques quand même assez nombreux cars Macron et covoiturage bien sûr, effectivement, en interurbain, la région a la main sur l'ensemble. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a tourné en opportunité, y compris vis-à-vis des équipes, le fait de se dire qu'aujourd'hui, on pouvait repenser totalement le schéma de mobilité, le schéma de desserte de la région. Juste pour illustrer quand même ce que ça veut dire aussi, c'est que sans compter la reprise des intercités, parce que nous ne les reprenons qu'en 2020, avec de nouveaux trains, j'y reviendrai. Mais sans compter ça, qui va quand même se traduire par des dépenses supplémentaires, avec des recettes, enfin voilà. Aujourd'hui, du fait des transferts et de l'évolution, on se retrouve avec un budget global transport, y compris infrastructure d'ailleurs portuaire, aéroportuaire, on n'est pas que sur les voyageurs, mais environ 600 millions d'euros par an, sur un budget global de la région qui est d'environ 2 milliards d'euros. Donc on voit quand même l'importance de cette compétence transport-mobilité. Bon voilà, il n'y a pas que les chiffres, mais enfin ça compte quand même dans les décisions et dans le rôle de la région. Voilà, moi juste quelques mots sur le fait que du coup, on s'est lancé dans une grande démarche de refonte, je l'ai dit, qui touche à peu près tous les domaines qui ont déjà été évoqués d'ailleurs par Ludovic et par Patricia, à savoir évidemment la question de la desserte, des services qu'on propose, j'y reviendrai, mais aussi évidemment de la question de la tarification, de la billettique. Donc sur la tarification, on a communiqué il y a quelques jours sur une nouvelle tarification normande, puisqu'en fait jusque-là, vous en étiez peut-être rendu compte ou pas, mais il y avait encore deux tarifications, la tarification Haute-Normandie et la tarification Basse-Normandie, qui se caractérisaient l'une comme l'autre par quand même une certaine forme de complexité, mais qui était aussi liée au fait que c'est un élément important. La loi, alors je ne saurais plus dire laquelle, mais franchement, mais en tout cas, a permis aux régions de déclencher, si elles le souhaitent, ce qu'on appelle la liberté tarifaire, c'est-à-dire le fait de ne pas devoir obligatoirement se référer dans les tarifs ferroviaires à un tarif national, un barème national sur lequel, du coup, les régions ne pouvaient pas agir. C'est-à-dire la seule chose qu'ils pouvaient faire, c'était offrir des réductions sur ce tarif national, offrir en les compensant d'ailleurs, mais
mais proposer des réductions sur le tarif national qui était basé sur ce qui était un barème kilométrique, dégressif, donc c'est très simple, vous voyez. Un truc qui, voilà, chaque kilomètre coûte de moins en moins cher, mais quand même chaque kilomètre coûte plus, donc d'où les 21,12 € pour telle destination, 34,17 pour une autre. Aujourd'hui, on a déclenché la liberté tarifaire, ce qui nous permet de proposer des tarifs lisibles, compréhensibles. On est parti sur des paliers de 4 € pour 25 km. Voilà, donc c'est facile, alors, même si les gens ne savent pas ça, mais du coup ça fait des prix qui seront ronds, quoi, et qui sont simples à comprendre. Et on a simplifié pas mal de choses par ailleurs. On a offert des abonnements plus simples et plus... Bon, voilà, enfin, je ne vais pas rentrer, je ne vais pas vous faire la pub de notre nouvelle grille tarifaire, même si je vous invite à aller voir. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on s'est inscrit dans une volonté d'être plus lisible, plus simple et plus attractif parce qu'on pense qu'aujourd'hui, il y a eu un décrochage total du mode ferroviaire par rapport, qui n'a pas su prendre, franchement... qui n'a pas su prendre le tournant des nouvelles mobilités, et en particulier le covoiturage et les cars librement organisés, je crois que c'est leur terme précis, car Macron. Et donc aujourd'hui, on est face à une offre ferroviaire qui était déconnectée de ce qu'attendent aujourd'hui les clients et les voyageurs. Voilà. Et on essaie de faire la même chose sur l'intermodalité, la carte à tout mode. Donc on relance, en fait elle existait toujours, mais elle était limitée au périmètre de la Haute-Normandie. Donc elle s'étend à la Basse-Normandie, l'ancienne Basse-Normandie, avec des nouvelles agglomérations qui s'ajoutent. Aujourd'hui, évidemment, la métropole de Rouen, la CODA sont membres d'Atomode. Demain, et je dis presque demain d'ailleurs, quand la mer adhère au syndicat mixte et donc proposera également le support Atomode, et d'autres agglomérations sont intéressées et se rapprochent de nous, Cherbourg. Donc on voit que les choses se avancent là-dessus. Et enfin, je finirai là-dessus, on travaille très sérieusement. J'ai pas d'annonce à vous faire, d'abord parce que c'est pas à moi de faire des annonces, mais aux élus, mais en plus parce qu'on est vraiment en train d'y réfléchir sur des sujets d'innovation. Et donc justement, autour de ces questions de mobilité, de covoiturage, d'utilisation des outils numériques et digitaux pour tout. Et je vais donner juste un exemple, hein, c'est que la distribution des titres de transport, quels qu'ils soient, en fait, on observe une chute, mais difficilement imaginable. Enfin, c'est 15 à 20% par an de diminution du nombre de titres vendus au guichet des gares. Donc voilà, c'est logique hein, avec tout ce qu'on voit, mais c'est vrai que les gens se disent bah non, mais c'est normal d'avoir un guichet dans une gare. Mais en fait, 20% par an, ça va très vite pour arriver à des chiffres qui ne justifient absolument plus le fait de maintenir un guichet dans une gare quand vous avez entre 0 et 2 transactions par heure dans une gare, mobiliser un salarié derrière un guichet. Vous voyez que c'est quand même pas forcément la meilleure solution pour personne, y compris pour la personne en question qui est toute la journée derrière son guichet. Voilà, donc on imagine des choses qui peuvent aller de guichets virtuels qui permettent de garder un contact humain, parce qu'on est conscient du fait que c'est important, et évidemment pour développer également des solutions digitales complètes. Voilà, j'en parlerai après dans la discussion. D'accord, merci Vincent. Donc je vous adresse, Isabelle Kercher, la même question. Lorsqu'on est passé de AOT à AOM, avec le cas particulier du Havre, quelle priorité aussi dans ce Big Bang législatif ? Oui, alors oui, la CODA est autorité organisatrice de la mobilité, donc sur son ressort territorial, je le disais tout à l'heure, 17 communes. Et donc autorité organisatrice de la mobilité, officiellement depuis la loi MAPTAM, voilà, ce qu'il faut retenir, c'est effectivement que ceux qui sont en proximité et qui gèrent la mobilité, c'est bien la région en lien avec les autorités organisatrices comme la CODA. Et pour la petite anecdote, du coup, vous me posiez la question de nos équipes. Nous, on avait à la CODA historiquement une direction transport. Direction transport qui est devenue direction transport et déplacement, puis direction mobilité. Et puis depuis le début de l'année, on est la direction mobilité et développement durable.
Et en fait, on voit qu'on suit les évolutions législatives aussi parce que c'est dans l'air du temps. C'est comme ça c'est ce qu'on répond aujourd'hui aux enjeux. Et que finalement, en englobant l'ensemble, en regardant de manière globale la problématique de la mobilité, on crée de la cohérence entre des politiques publiques dans un objectif de transition énergétique, écologique, solidaire. Finalement, on répond aux problématiques des habitants. Et du coup, nos priorités, elles sont bien là. Elles sont sous deux angles. Notre priorité, c'est le service offert aux habitants. Ça, c'est une priorité. Je vais venir sur ce qu'on offre aux habitants en termes de mobilité. Et puis, c'est aussi le développement durable du territoire et son attractivité. Dans un contexte, on l'a dit, où les habitants sont de plus en plus mobiles et où, effectivement, la région, notre zone du Havre, était en perte d'habitants et a besoin de chercher son attractivité. Et l'attractivité, elle passe aussi par des solutions de mobilité intéressantes, innovantes et une qualité de service. Donc effectivement, très rapidement, pour les habitants, ce qu'on propose, c'est de mettre l'usager au cœur de notre approche avec... avant, si on les déplaçait d'un point à un autre, maintenant on leur offre un panel de solutions de mobilité qui va des transports en commun au vélo, au covoiturage, à l'intermodalité, au cadencement entre les différentes lignes, voilà, les correspondances qui sont mieux calées, parce qu'aussi on crée de la cohérence et qu'on organise tout ça. Dans l'objectif de rendre les modes de déplacement alternatifs à la voiture plus intéressants. Voilà, donc je redévelopperai si vous le souhaitez, mais sur les transports en commun, on travaille sur la qualité de service, on a tout ce qui est sécurité dans les transports, le temps de parcours, la performance, le confort dans les transports, mais aussi les services offerts, et ça aussi c'est de plus en plus ce qui est demandé, l'Internet, d'avoir une appli qui donne en temps réel l'arrivée de son bus, les questions de billettique, effectivement, pouvoir utiliser le même titre qu'on soit dans qu'on soit dans les différents modes de transport, qu'on puisse même ranger son vélo grâce à son titre de transport LIA, puis prendre le bus et la LER. Voilà, c'est des choses aujourd'hui qui sont possibles. On travaille aussi sur la desserte, une desserte qui doit être adaptée aux besoins. On ne peut pas se permettre de desservir tous les pôles de la même manière, mais il faut qu'on trouve la bonne fréquence, les bonnes amplitudes, pour desservir le territoire. Et puis une accessibilité, on y viendra aussi, pour les différents publics, les publics à mobilité réduite, les jeunes, les seniors, les familles. Voilà, tout ça, c'est des problématiques qu'on traite pour pouvoir répondre de manière adaptée aux problématiques que se posent les habitants, avec aussi une compétence sur l'organisation des transports scolaires, donc sur notre ressort territorial. Donc voilà, finalement, on a toutes les clés en main pour répondre à ces problématiques. J'ai pas vraiment parlé du vélo, mais on a aussi une politique vélo très ambitieuse, avec un plan vélo qui travaille en même temps sur les aménagements, avec une volonté d'augmenter nos voies cyclables qui seront portées à 180 km de voies cyclables sur le territoire de l'agglomération en 2020, avec le soutien de la région, j'en profite. Voilà, des services offerts qui sont des services offerts qu'il faut développer pour les vélos, parce que si on veut faire venir les vélos, il faut non seulement leur offrir des voies cyclables apaisées, mais aussi une possibilité de se stationner, de pouvoir, pour les touristes, trouver un hôtel qui accueille les vélos, etc. Mais aussi promouvoir ce mode en expliquant tout ce qui a été fait et tout ce qui est fait pour que ce soit un mode régulier de transport. Voilà. Et puis ce qui va venir sur le covoiturage, sur les véhicules électriques, sur l'accompagnement des plans de déplacement entreprises. Tout ça, on est au cœur parce qu'on propose des solutions différentes. Et voilà, tout ça, c'est pour l'habitant, c'est aussi pour le territoire, parce que derrière, notre objectif final, il est quand même la qualité de l'air, les économies d'énergie. Voilà, tout ce qui est attractivité, je l'ai dit. Et puis, voilà, de pouvoir être dans le suivi de ces innovations. Et voilà.
Merci beaucoup, Monsieur Breteau. Juste, mais vraiment quelques mots, et je pense d'ailleurs que j'attends avec impatience, si je sais un petit peu ce que Thierry Lochard va pouvoir dire, parce que sur l'aspect opportunité qu'offre le transfert des transports routiers anciennement départementaux de la région, juste pour dire quelque chose qui est en écho avec ce que vient de dire Isabelle Karcher sur le fait que dans la manière dont nous envisageons les nouvelles dessertes, nous les envisageons totalement orientées service, et donc quelque part mobilité, en oubliant, en faisant en sorte que soit totalement transparent la question du mode de transport. Vraiment, l'objectif étant plutôt de définir des niveaux de service, des niveaux de qualité de service entre une desserte très fine du territoire et une desserte plutôt express, avec effectivement, on offrira dans les nouveaux trains qui arriveront à partir de 2020 le Wi-Fi, des espaces confortables, aussi bien en seconde qu'en première classe d'ailleurs, pour travailler, etc. Donc vraiment un niveau de confort et de niveau de service très élevé pour des dessertes express. Et puis un niveau de service différent parce que les attentes sont différentes. Ça ne veut pas dire moins bon, mais différent pour des dessertes plus fines, avec plusieurs niveaux aussi. Mais vraiment l'idée de dire, après que vous soyez dans un bus, que vous soyez dans un train, si dans un bus, dans un car, on vous offre le Wi-Fi, les toilettes, des sièges confortables, une prise électrique, etc. Je ne dis pas que c'est comme dans un train, mais franchement, pour en avoir pris, on est très bien. Et donc, par contre, évidemment, être dans un car vieille, ancienne école et un de ces nouveaux cars équipés, là, c'est différent. Donc, on est plutôt dans cette idée-là de service plutôt que de mode de transport. Voilà, ça, c'est quand même un point important. Merci pour cette précision. Alors Thierry Lochard, votre parole est très attendue. Ah oui, d'accord. Bien, merci alors. Donc pour le coup, effectivement, à l'agence d'urbanisme, lorsqu'on avait discuté, vous aviez eu cette phrase, vous aviez dit c'est le laboratoire de la Normandie institutionnelle avant l'heure. Donc en fait, la question, effectivement, quand on vient d'entendre ce que vient de nous dire Monsieur Breteau et Madame Karcher, l'idée c'était aussi, enfin je me tourne vers vous en vous demandant comment est-ce qu'on accompagne les collectivités territoriales? Là, effectivement, on a 2 représentants incontournables dans la région, mais à travers votre expérience, au-delà de ça, quels seraient vos conseils? Je mets la carte que... Oui, s'il vous plaît, ça mettra un petit peu de décoration voilà. Avant de la commenter proprement. Alors, il faut savoir qu'à l'agence, notre territoire de travail, c'est l'estuaire de la Seine. Alors, l'estuaire de la Seine, c'est un territoire au contour, on va dire, changeant, mais qui recouvre les 2 rives de l'estuaire, c'est-à-dire... la partie nord, bien sûr, hein, Seine-Maritime, et puis la partie sud, l'Eure et le Calvados. Donc ce territoire de travail, l'agence se l'est approprié, enfin en tout cas, il travaille depuis une quinzaine d'années. Et c'est vrai qu'à l'époque, entre les 2 rives, il y avait 2 autorités organisatrices de transport, la région Haute-Normandie et la région Basse-Normandie. Il y avait également des autorités organisées de transport pour les transports interurbains, à savoir il y avait le département de l'Eure, le département du Calvados, et le département de la Seine-Maritime pour les cars. Donc on avait déjà une multitude d'acteurs d'une rive à l'autre. Donc c'est vrai que ce territoire de l'estuaire était déjà un laboratoire de ce que pouvaient être les enjeux liés à la fusion, notamment en matière d'organisation de ces transports, organisation globale. Donc des exemples très concrets, à travers cette carte, est-ce qu'on pourrait la mettre peut-être en plein écran ? Donc, par exemple, en matière de transport, entre les relations entre Honfleur et Le Havre. Donc vous avez entre Honfleur et Le Havre 3 lignes de bus en provenance de Honfleur qui desservent ponctuellement Le Havre. Donc ces 3 lignes de bus, elles cumulent 10 allers-retours par jour, dans des temps de parcours qui sont relativement intéressants, puisqu'on est de l'ordre de 20 à 25 minutes, pour un tarif qui est bien inférieur au tarif du franchissement du pont de Normandie. Donc on a une vraie desserte très intéressante qui fonctionne bien. Après, quand on est touriste à Honfleur et qu'on va aller à Étretat, ça se complique, puisque quand on arrive à la gare du Havre, on a des bus qui desservent, qui assurent la liaison, la ligne 24, qui fait Le Havre-Étretat. Et on s'est vite rendu compte que cette ligne, qui était sous AOT département de Seine-Maritime, n'était pas coordonnée avec les lignes de bus. Voilà, ça va changer justement. Ah, ça a changé.
Donc c'était à l'époque, hein, puisque l'actualité, vous savez, ça va très très vite. Donc à l'époque, le touriste se trouvait un petit peu démuni, d'autant plus que le touriste devait chercher, en termes de billettique, il devait acheter un billet, bus vert, puis ensuite racheter un billet. Donc pour l'usager, c'est une vraie épreuve, c'est une vraie aventure. Donc c'est vrai qu'un touriste, il aime bien avoir les choses un peu clés en main, et là, ça ne marchait pas. Donc le touriste, il prenait sa voiture. Donc c'est pas compliqué, donc il allait continuer à encombrer Étretat, qui est actuellement, d'ailleurs, en voie de saturation. Il y a aussi des questions là-dessus qui pourront être évoquées. Donc le fait d'avoir, avec ces différentes lois, la région comme chef de file et chef d'orchestre, je l'espère, va permettre de mieux organiser ces transports, et puis d'améliorer l'image du car, parce que le car, comme je vous l'ai dit, c'est du Honfleur-Le Havre en 25 minutes, mais le car, essentiellement, à part quelques lignes, c'est du transport scolaire, même sur les lignes régulières. C'est du transport qui fonctionne beaucoup en cabotage. Donc quand on fait un Fécamp-Le Havre, c'est 1h40 de car. C'est vrai que ce qui peut être un petit peu long, notamment pour les migrations quotidiennes, hein, pour aller au travail, pour aller à la fac, c'est un petit peu compliqué. Alors je citerai quand même le département du Calvados, hein, qui à l'époque, depuis toujours, avec ses bus verts, a toujours inscrit ses bus dans une logique de maillage global. C'est-à-dire qu'en fait, les cars croisaient toujours une gare, et quand un car arrivait, il y avait toujours un train soit à l'arrivée, soit au départ. Donc il y avait déjà dans ce département une vraie une vraie coordination des lignes de cars interurbaines avec notamment le ferroviaire. Donc c'est vrai que c'était toujours en exemple. Je pense que maintenant à l'échelle régionale, on aura peut-être des exemples sur d'autres régions. Alors cette carte, je vais me lever parce que c'est plus... Donc là, vous avez la nouvelle région Normandie, hein, donc, qui concentre les 5 départements normands. Alors bon, les couleurs sont un petit peu atténuées, puisque en noir, vous avez les lignes ferroviaires. Donc nos 3 grandes radiales, hein, Paris-Granville, qui dessert notamment le département de l'Orne, le Paris-Cherbourg, hein, qui dessert Caen, et puis le Paris-Rouen-Le Havre. Donc ces 3 radiales. Et puis en rouge, vous avez l'ensemble des liaisons actuelles interurbaines par car. Donc on peut voir, quand on lit cette carte de façon un peu brute, que effectivement, le territoire de la Normandie est correctement desservi, en profondeur, il y a une bonne irrigation. Après, dans la réalité, au-delà du trait, on a essayé de chercher aussi quelles étaient les lignes de car, on va dire, performantes, c'est-à-dire qui offrent un certain nombre d'allers-retours. On appelle ça des missions. Donc on a dans les traits épais les lignes qui assurent plus de 8 allers-retours par jour. Donc déjà, leur nombre diminue beaucoup. Elles sont essentiellement concentrées sur la carte dans les zones les plus denses, ce qui est un petit peu logique, hein. Et puis par contre, les lignes, on va dire, structurantes s'effacent dans le département de la Manche et dans le département de l'Orne. Donc c'est vrai qu'après, par rapport à ce schéma, se pose la question de quelle desserte pour les territoires de faible densité. Est-ce que le car, avec un chauffeur, avec un véhicule de 40 à 50 places, est pertinent dans ces territoires-là? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres modèles de déplacement et de mobilité qu'on pourrait mettre en place, notamment à travers le covoiturage organisé, à travers d'autres modes, sachant que ces territoires de faible densité sont également les moins connectés au niveau de la 4G, par exemple. Donc c'est sûr qu'il y a aussi un défi de réseau, on va dire, hertzien, de réseau pour que la personne qui souhaite accéder à un service via une application puisse avoir accès à cette application. Et donc il y a aussi un enjeu de couverture du territoire. Voilà. Alors justement, pour le coup, moi j'ai envie de rebondir avant de passer à un peu une deuxième partie de l'échange. Une question que je vous pose un peu à tous les 3, c'est la question de la nécessaire co-construction, il me semble, du dialogue. Et donc, je pense que là, on est vraiment aussi dans ce temps fort au niveau des territoires, aussi d'évolution de la culture des élus, du transport vers la mobilité. Comment tout ça se passe ? Alors juste déjà, je rebondis sur deux exemples qui sont c'est assez illustratif, c'est assez drôle, parce qu'effectivement le sujet de la desserte d'Étretat était un véritable calvaire, et en fait on a, alors là c'était d'ailleurs juste avant le transfert effectif à la région des transports interurbains, on a
Voilà, et on a pu travailler avec le département de Seine-Maritime très bien, mais probablement très bien parce que de toute façon, ils savaient qu'ils nous les passaient et que voilà, c'était bon. Et du coup, on a pu offrir et on a pu travailler. Du coup, on s'est saisi du sujet alors que jamais ça avait vraiment été fait. On a pu travailler avec SNCF pour créer la gare virtuelle d'Étretat, c'est-à-dire que vous pouvez, sur le site internet de SNCF, réserver un Paris-Étretat, alors qu'il n'y a pas de gare ferroviaire à Étretat, pour ceux qui y sont déjà allés. Et donc, ils ont créé cette gare virtuelle qui passe par, effectivement, un changement à Bréauté et qui permet de prendre un car ex-départemental, maintenant région, et donc avec des horaires qui se sont mieux coordonnés. Donc, c'est un premier exemple donc, déjà de ce qui se fait. Et alors, ce qui est intéressant sur le Havre-Fécamp, que vous citiez, c'est que en fait, il y a aussi une ligne ferroviaire, le Havre-Fécamp, qui permet de faire en 1 heure, avec très peu d'arrêts, en fait, un arrêt à Bréauté aussi. Donc, avec la ligne, au passage quand même, qui a été rouverte il y a 1 an, à peu près 1 an et demi, Bréauté-Fécamp. Mais ça montre bien la complémentarité entre les modes, voilà. Et donc encore une fois, et qui doivent non pas être vus comme des complémentarités entre les modes, mais des complémentarités entre des services. Et voilà. Et là, avec un service express qui est ferroviaire et un service peut-être qu'il faut peut-être maintenir de desserte fine qui est routier. Mais il y a des exemples, et on en a ailleurs dans la région, où c'est l'inverse, c'est-à-dire que la desserte express, c'est le car, et la desserte fine est ferroviaire, pour plusieurs raisons. Par exemple, alors qu'on se dit, bah non, il faut massifier, il faut mettre des mondes dans les trains. Mais oui, mais sauf qu'il y a quand même pas mal d'endroits, et si vous y réfléchissez, ça vous paraîtra logique, où en fait, là où il y a du monde, c'est sur de la desserte fine, parce que c'est du périurbain enchaîné. Ça dessert plusieurs périurbains, mais où on est bien sur des questions de périurbain. Et donc, les flux sont massifs sur des courtes distances, et où en revanche, les bouts en bout, eux, sont intéressants pour certains, et donc ils ont besoin d'aller vite, parce que quand on doit faire 150 km, si on doit mettre, ou 100 km, si on met 2 heures ou 3 heures, c'est pas possible. Et donc là, le car est pertinent. Voilà, j'ai juste ça. Juste après, maintenant, je passe sur l'aspect coopération. Bah, c'est vrai qu'avec tout ce chamboulement, je dirais pas Big Bang, parce que globalement, effectivement, l'objectif, c'est d'avoir plus de clarification, alors que le Big Bang, était un peu, ça part dans tous les sens, et on sait pas trop ce que ça donne. Au bout de 5 milliards d'années, ça donne quelque chose de... Voilà, mais c'est un peu long, 5 milliards d'années, enfin moi je sais pas, mais... en tout cas, c'est vrai qu'un des enjeux, c'est de réussir à changer d'interlocuteur, à modifier les choses. Alors, pour les départements, du coup, ne sont plus vraiment des interlocuteurs sur les sujets mobilité, quoique, puisqu'ils ont gardé... Voilà, ils ont les véloroutes, ils ont encore gardé, pour certains, des plateformes de covoiturage, ils sont responsables de l'aménagement des aires de covoiturage, parce que c'est de la voirie. Donc on voit qu'en fait, si, il reste un acteur. Et puis, évidemment, les AOM, avec lesquels on est content de travailler, parce que bien souvent, ces AOM ont changé de périmètre aussi, pas toutes, et ont élargi leur périmètre. Donc c'est aussi des acteurs qui, aujourd'hui, ont des périmètres d'action qui sont pertinents, cohérents, et avec lesquels on peut discuter de manière très fluide, qui ont des moyens aussi financiers qui leur permettent d'agir sur ces questions de mobilité, et pour lesquels on les accompagne sur les pôles d'échange multimodaux, sur les voies cyclables. Mais on voit bien que c'est parce qu'elles ont quand même, ces AOM, les moyens de lancer ces politiques, de les réfléchir, de les élaborer, de les construire et de les mener et de les piloter qu'on peut travailler. Et c'est vrai qu'on avait peut-être avant des autorités locales qui étaient parfois un peu petites pour avoir les moyens de mener tout ça. Voilà. Isabelle, vous voulez peut-être... C'est une question, je pense, sur laquelle on reviendra aussi. Créer l'échange entre les différents acteurs. Là aussi, on peut revenir à ce que c'est autorité organisatrice de la mobilité. Maintenant qu'on parle de mobilité, du coup, il y a beaucoup plus d'acteurs qui sont concernés. Et en tant qu'autorité organisatrice de la mobilité, on a aussi à animer ce réseau d'acteurs. Et on l'a dit, le réseau d'acteurs, c'est aussi bien le ferré que le vélo, que le covoiturage, que
que les bus. Et donc, il y a cette position qui est intéressante quand on est celui qui est l'interlocuteur pour offrir ou pour créer le lien avec les autres acteurs. Et donc voilà, c'est aussi notre rôle que de mettre en cohérence. On a aussi bientôt, les entreprises de plus de 100 salariés vont être obligés de faire des plans de déplacement entreprise. Donc la question de domicile-travail, elle est primordiale. Enfin, on le voit aussi, hein, c'est la priorité des assises de la mobilité. Et là aussi, nous, autorités organisatrices de la mobilité, on se retrouve à être informés des plans de déplacement entreprise et donc de pouvoir échanger, créer, proposer des solutions à ces entreprises qui vont chercher d'autres modes alternatifs à la voiture individuelle. Merci beaucoup. Je pense que, je le disais, c'est une question sur laquelle on pourra revenir lorsque aussi on ouvrira le débat avec la salle. J'aimerais quand même qu'on puisse maintenant venir un petit peu, on a parlé mobilité, ça nous a mené quand même, il me semble, en termes de mots-clés, à l'entendre, je trouve, dans une matérialité ou dans votre quotidien, en termes plutôt de service, ce qui est tout à fait intéressant comme articulation. Alors, justement, retournons un peu la proposition. Qui dit mobilité à travers les lois, m'amène en tant que géographe et avec nos collègues sociologues à penser aussi immobilité ou mobilité limitée. Donc là, on a été quand même sur un registre très positif. Pour autant, regardons aussi, je pense que c'est intéressant de pouvoir écouter Célia Broussard qui a une thèse et donc qui là va amener quand même deux objets très intéressants aussi sur lesquels il faut réfléchir. La question justement dans le détail du territoire, le rural, et d'autre part la question de la population vieillissante, hein, de manière générale, donc aussi en Normandie. Et donc, en fait, pour introduire un peu cet aspect de la discussion sur l'immobilité ou la mobilité limitée, je voulais d'abord vous demander, Célia, si à travers vos travaux de recherche, vous pouviez nous donner un petit peu quelques descriptifs des réalités de cette immobilité ou de cette mobilité limitée que vous avez pu rencontrer chez les retraités de la campagne normande et en particulier le pays de Bray. Alors d'abord, je voudrais juste faire une remarque un tout petit peu générale, comme on a commencé sur la législation, etc. Allez-y. J'ai une formation d'urbaniste aussi avant de commencer une thèse de sociologie, donc moi aussi j'ai dû apprendre assez difficilement toutes les législations, etc. Et quand je suis arrivée en socio, je me suis dit... j'ai essayé de trouver ma population dans cette législation sur les transports et elle est quasiment jamais énoncée. Elle est quasiment jamais énoncée dans les législations. De temps en temps, dans la loi SRU, on retrouve les personnes âgées ou alors c'est noyé dans ce qu'on appelle les PMR. Souvent, on renvoie aussi à la loi de 2005, qui est la loi sur l'accessibilité des services, etc. Mais là aussi, c'est plutôt orienté personnes handicapées. Les personnes âgées, c'est un public quand même un petit peu différent, avec des problématiques différentes. La dynamique a été un petit peu inverse, allant des politiques du vieillissement, de la vieillesse, vers les politiques du transport, puisqu'en 2015, il y a une loi qui s'appelle la loi d'adaptation de la société au vieillissement, et il y a quand même tout un petit volet sur les transports, l'adaptation des transports, et notamment au niveau de l'information, de la bioéthique, etc. Donc moi, je trouvais ça assez intéressant de voir finalement que les populations ne sont pas toujours définies et sont souvent un petit peu absentes dans la législation. Maintenant, je vais retourner un petit peu plus à un niveau très très fin sur ma population du Pays de Bray. Donc, j'ai rencontré une quinzaine de personnes. Je fais des entretiens qualitatifs. C'est des personnes qui sont retraitées, majoritairement des ouvriers, des employés. J'ai beaucoup rencontré de femmes très âgées qui étaient dépendantes de leur conjoint vis-à-vis de la conduite. C'est aussi une population qui a un petit peu tendance à changer, hein, puisque aujourd'hui, même les femmes retraitées plus jeunes que j'ai rencontrées dans le Pays de Bray ont accès à la voiture, et ça, c'est des choses qui peuvent créer des problèmes plus tard, mais en tout cas qui ont changé énormément l'entrée, en tout cas, dans le vieillissement, etc. J'ai une population assez fluctuante par rapport à l'âge qui va de 68 à 94 ans que j'ai rencontré sur le Pays de Bray. Par rapport à la question de l'immobilité, alors on a une image assez générale qui est que les personnes âgées en zone rurale sont très isolées, mais je trouve que c'est une image qui doit être un petit peu nuancée.
on a souvent la vision d'un... alors, elles sont certes conscientes d'un isolement géographique, mais leur mobilité, elles le développent autrement. Déjà, elles le développent avec l'aide souvent, soit de leurs conjoints, de leurs enfants, voire d'une aide formelle. L'intervention d'autrui, puisqu'on est dans le pays de Bray, est très fortement empreint par l'automobile. Hein, donc, quand on n'a plus accès à la voiture, on est obligé de se retrouver en tant que passager. Et du coup, l'interaction et le lien social qui souvent intervient... Là, je pense plutôt à mon enquête dans les zones urbaines au dernier moment, hein, à la fin du voyage où on a une interaction sociale parce qu'on se déplace seul. Là, l'interaction sociale, elle vient dès le départ où il y a des véritables stratégies qui sont faites en famille pour savoir quand est-ce qu'on va se déplacer, à quel moment, pour aller où. Ça aussi, c'est côté négatif avec une représentation parfois du vieillissement assez négative, hein, où les gens brident un petit peu leurs envies de déplacement pour ne pas trop déranger. Enfin voilà, c'est jamais manichéen comme approche. Et finalement, c'est des personnes qui recentrent, quand je les interroge, je leur demande si pour elles sont mobiles, si elles se déplacent, elles me disent oui, mais elles font ça dans leur habitat, c'est-à-dire leur logement et souvent le jardin alentour, la propriété. Et du coup, elles sont toujours mobiles pour elles, et elles développent cette sorte de mobilité qui ne correspond pas forcément aux politiques du vieillissement et à ce qu'on a l'impression, mais du coup, elles ne se définissent pas du tout comme étant isolées. Mais elles ont quand même conscience de dépendre souvent de leurs enfants pour leur déplacement. Et je trouve que cette population dans le pays de Bray, qui est donc, comme je le disais, caractérisée de femmes assez âgées et donc qui a tendance à... C'est un profil sociodémographique qui a beaucoup tendance à évoluer aujourd'hui. Je trouve très contrasté avec des personnes âgées un peu plus jeunes, retraitées, que j'ai rencontrées avec des profils sociodémographiques un petit peu similaires. Et c'est des personnes qui conduisent et qui sont beaucoup plus tournées vers l'extérieur, vers les activités qui sont développées dans les municipalités, les clubs, etc. Alors, souvent, c'est dans les centres-bourgs ou dans les petites villes, les villes moyennes qui sont de part et d'autre du pays de Bray. Et du coup, ça provoque une connaissance du territoire et une connaissance une possibilité de mobilité qui est assez importante. Et ces personnes développent dans certains villages où j'ai fait mes entretiens un véritable sens du partage et du covoiturage avec des personnes plus âgées pour leur permettre d'arriver et d'aller aux activités. Et j'ai pu m'entretenir avec des responsables de clubs seniors qui disaient qu'elles voudraient un petit appui de la municipalité ou un petit encadrement d'une autorité un peu supérieure, parce que c'est quelque chose d'assez fragile, quoi. Dès que la personne ne peut pas faire le transport, du coup, la personne plus âgée ne pourra pas aller aux activités, etc. Voilà, en fait, finalement, je trouve qu'il y a une réelle différence entre ce qui est... il existe plein de transports, plein de possibilités, vous venez de le dire, et finalement, dans la réalité, il n'y a pas tellement d'informations qui circulent, il n'y a pas tellement non plus d'habitude de déplacement par rapport notamment au transport en commun. Et c'est pour ça aussi qu'il y a une très forte importance pour moi du poids du parcours de vie dans les habitudes de mobilité et de déplacement. Parce que, par exemple, par rapport au Pays de Bray, il y a une problématique sur le développement et la réouverture d'un pôle ferroviaire entre Serqueux et Gisors. C'est très bien pour les populations plus jeunes parce que justement, ça va augmenter un petit peu leur possibilité de déplacement. Mais par contre, je ne pense pas que les personnes que j'ai rencontrées qui ont plus de 80 ans vont l'emprunter. Mais en tout cas, pour ce qui est... pour elles, je pense qu'il faudrait des actions vraiment plus locales avec beaucoup d'informations et plus de réassurance pour ce public-là. Voilà. Merci beaucoup, Célia. Peut-être un tout petit point d'éclairage pour justement rebondir sur effectivement cette information, ce cas qui était intéressant quand vous dites que la population semble disparaître de la législation par rapport à la mobilité, l'immobilité ou la mobilité réduite. Que dit la loi ? Disons qu'une loi est toujours générale, donc on ne va pas... En tout cas, les destinataires ne sont pas... C'est pas une population en particulier. Il y a simplement des obligations d'accessibilité aux moyens de transport ou aux zones permettant d'accéder aux moyens de transport, comme les gares, où vous avez effectivement des dispositions sur les populations à mobilité réduite. Alors,
Merci beaucoup. Pour le coup, j'avais deux ultimes questions. On va essayer de faire vite. Puis après, il y a encore un petit temps d'échange avec la salle, donc on pourrait éventuellement les compléter. La question de la communication, Thierry Lochard, nous en avions parlé lorsque nous étions rencontrés. Et vous aussi, vous insistiez beaucoup sur ce principe-là, au-delà des cas rencontrés par Célia. Et puis, au-delà de ça, encore une fois, Monsieur Breteau et Madame Karcher, là, on voit quand même aussi comment est-ce qu'on peut s'intéresser à cette auto-organisation. Parce qu'au-delà de ça, ce n'est pas forcément la volonté systématique de l'institutionnaliser, mais ça peut être aussi une boîte à idées. Alors peut-être une réponse ou une confirmation de Thierry Lochard sur la nécessité de la communication, c'est un élément mais qui est fondamental pour l'usager parce qu'il doit savoir avoir une info lisible, comme vous le disiez. Hein. Alors il y a un site qui est très bien fait, c'est le Comment j'y vais. Donc le Comment j'y vais, c'est un peu, c'était un site qui était développé en Basse-Normandie. Il y avait son doublon à tout mode, qui était à la fois, comme vous l'aviez dit, un billet. En fait, à tout mode, c'est j'ai mon billet, je paye une fois et je prends le métro à Rouen, le TER de Rouen au Havre et le tramway de la gare du Havre à la plage, par exemple. Donc j'ai un seul billet. Donc, ce qui, pour l'usager, est un confort gigantesque. L'usager, lui, les AOT, les AOM, lui, c'est nous, on est dans les coulisses, on va dire. Hein. L'usager, lui, il voit, comme vous disiez, un service, voilà. Il lui faut une grille horaire, il lui faut donc Comment j'y vais du coup à fusionner. Donc maintenant, on peut avoir un Honfleur-Étretat, Comment j'y vais, parce qu'avant on pouvait pas le faire. Quand on allait sur Comment j'y vais Basse-Normandie, Honfleur-Étretat, on allait à Paris et après on revenait, voilà. Mais voilà, du coup maintenant on a donc ça, l'info c'est très important. Et puis la communication sur, notamment vous parliez du ferroviaire. C'est vrai que je pense qu'il y a eu longtemps une dichotomie entre les réseaux et les territoires. Donc le réseau, lui, s'affranchit du territoire. Le réseau, il traverse le territoire. Et beaucoup de collectivités qui pourtant, enfin je parle des petits EPCI ou les petites communes, se sentaient un peu en désarroi par rapport à ces réseaux. C'est-à-dire qu'on peut faire des demandes au département pour que le bus s'arrête là, etc. Mais elles se sentaient un peu... et donc pour les régions, c'est pareil que le ferroviaire. Et je pense que les gares, elles ont été un petit peu délaissées par les territoires. Et les gens, parfois, moi dans le pays de Caux, je ne citerai pas de communes, mais il m'est arrivé d'avoir certains élus qui savaient qu'il y avait une gare quand même sur leur territoire, c'est bien. Mais par contre, quand je leur demandais mais combien il y a de trains qui vont au Havre, combien il y a de trains qui s'arrêtent, là j'avais un grand silence. Je pense que les habitants mériteraient d'avoir peut-être plus d'infos. En tout cas, l'info existe, mais dire ben voilà, sur cette gare-là, il y a quand même 10 allers-retours vers le Havre, ça coûte un peu d'argent. Alors, autre chose, les territoires, eux par contre, ils ont la compétence sur l'organisation de leur territoire. Ils n'ont peut-être pas la compétence transport, mais au moins, ils ont les PLU, ils ont les SCOT. Donc en fait, ils sont dire voilà, comment moi je m'organise, où je vais urbaniser, comment on rabat vers la gare, est-ce que je peux prévoir voilà. Donc ça c'est important, et je pense qu'avec la région qui devient chef d'orchestre sur une échelle quand même qui est maintenant une belle échelle quoi, régionale, hein, surtout qu'on a nos radiales ferroviaires qui débouchent sur le littoral, donc on a quand même une belle maîtrise de ces réseaux. Je pense que les territoires maintenant doivent aussi s'organiser pour que ces gares, notamment, je parle surtout des gares, parce que les gares doivent redevenir des lieux où on a une intermodalité heureuse, c'est-à-dire avec des toilettes. Non, les toilettes, c'est fondamental. Que ce soit une halte ou une gare, il faut des toilettes. Bon, voilà. Et puis après, tout ce qui va avec. Est-ce que vous voulez rebondir sur ma question ou on ouvre Oui. Donc Vincent Breteau. Et puis vous pouvez commencer à préparer vos questions. On va passer avec le micro. Je veux bien réagir sur déjà juste très rapidement sur la communication. C'est un enjeu majeur. La difficulté aujourd'hui, c'est que on est dans un monde, vous le savez tous, qui est un monde horizontal et qui n'est plus tellement un monde vertical. Et donc, ça veut dire qu'il faut réussir à communiquer à tous les publics en utilisant tous les canaux disponibles aujourd'hui, et il y en a beaucoup. Et donc, c'est une stratégie de communication qui est complexe à mettre en œuvre, avec des populations qui sont de plus en plus diverses. Je caricature, mais il y a un siècle et demi,
il y avait finalement très peu de populations différentes. Je veux dire, il y avait les ouvriers, il y avait la classe, les élites, entre guillemets, il y avait les agriculteurs, et puis voilà, enfin, je veux dire, c'était qui se déplaçaient pas. Donc voilà, aujourd'hui, on a quand même une population qui est très diverse. Voilà, les personnes âgées, bon, de toute façon, souvent, ils mouraient bien avant d'être personnes âgées. Et puis évidemment ils ne se déplaçaient pas. Donc on voit qu'il y a des populations très différentes et les stratégies de communication qu'on peut mettre en œuvre pour voilà, commensjyvais.fr, très bien, enfin, c'est la région qui le pilote, on trouve ça très bien, mais je pense que les personnes que rencontre Madame Broussard ne vont pas sur commensjyvais.fr. Enfin, voilà, donc, et donc voilà, ça illustre juste la difficulté, quoi. C'est-à-dire que voilà, nous on développe ces outils-là parce qu'on y croit, parce qu'on pense que c'est l'avenir et que les personnes âgées de demain ne sont pas les mêmes que ceux d'aujourd'hui, et que ceux de demain auront utilisé ces outils-là toute leur vie, en tout cas une bonne partie. Donc voilà. Mais n'empêche qu'aujourd'hui, ces populations-là, elles existent et on voudrait pouvoir faire des choses pour elles. Donc c'est difficile. Vous avez une question sur l'auto-organisation, etc. Oui, c'est tout à fait juste. Voilà, donc nous, on va essayer, c'est des choses qui vont être probablement annoncées prochainement. J'en profite d'ailleurs pour dire que le 12 octobre à Caen, au Zénith de Caen, pardon, pas au Zénith, à l'Université de Caen d'ailleurs, a lieu une grande conférence sur la concertation sur les transports, mais qui lance en fait une démarche, mais qui sera l'occasion, si vous le souhaitez, justement de pouvoir bénéficier d'une vision un peu globale là-dessus. Juste pour dire que on souhaite pouvoir laisser les initiatives au territoire, mettre en place des dispositifs qui permettent d'avoir ce genre d'initiative. Il y en a qui existent aujourd'hui. Dans l'Orne, il y a par exemple de l'autopartage qui est mis en œuvre par une communauté d'agglomération, ou une communauté de communes d'ailleurs. Et c'est des choses qu'on veut pouvoir soutenir localement, avec l'idée que si ça marche, ça peut être mis ailleurs. Voilà. C'est plutôt d'essayer d'avoir un échange de bonnes pratiques. Voilà. Il y a des initiatives qui se développent et qu'on peut soutenir. Mais voilà, c'est pas toujours facile de les détecter. C'est pour ça que je posais la question. Les détecter, c'est déjà pas ça. Voilà. Célia Broussard, vous vouliez... Je voulais juste rajouter, pour rebondir à ce que vous venez de dire, qu'en zone rurale, pas forcément sur le Pays de Bray, mais dans plusieurs zones rurales, il y a des plateformes de mobilité qui se développent. Donc ils fonctionnent sur sorte de guichet unique, en fait, où ils ont une connaissance justement par rapport à la diversité des tarifications, etc., qui existent. Ils ont la possibilité d'informer les publics. Et c'est des personnes physiques qui font ça. Concernant le public âgé, en effet, c'est une très grosse problématique et notamment plus largement au-delà des transports sur la dématérialisation des services publics qui est interposée par la loi depuis 2013, il me semble. Donc voilà, ça fait partie aussi des grosses problématiques. Le public âgé est encore là et comment l'informer et lui permettre de se déplacer et de faire d'autres, notamment des démarches administratives ou des choses comme ça. Pour les questions, mais juste pour dire que l'immobilité, c'est aussi limiter les déplacements. Et donc, on n'a pas du tout parlé des sujets de télétravail, tiers-lieux, etc. Mais je pense que c'est quand même... nous, en tout cas, à Région, on travaille beaucoup là-dessus. Pas tant dans l'idée de dire que les gens vont travailler chez eux. C'est plus trop... Mais l'idée que, voilà, ça peut aussi leur offrir... C'est finalement, dans l'éventail des mobilités, il y a ça, voilà. Et donc oui, tout à fait. L'immobilité, c'est pas uniquement pour les personnes âgées. En 1h30, il fallait effectivement... Ça va plus dans l'idée de mobilité choisie que de mobilité subie, en fait, par rapport au temps de trajet, de déplacement, etc. Isabelle Karcher, une petite réaction et après il y a des questions dans le public. Sur les personnes âgées, parce qu'effectivement il y a un double enjeu, il y a celui des personnes trop âgées et qui n'ont pas l'habitude d'utiliser les transports en commun, et puis il y en a celles qui vont rentrer dans ce 3e ou 4e âge, et ceux-là, il y a tout un enjeu pour les accompagner à utiliser les transports en commun et les modes qui existent. Aujourd'hui, sur le territoire, on a la solution on a une solution de mobilité pour les personnes trop âgées qui ne peuvent plus utiliser les transports en commun, mais il y a un vrai travail à faire, et ça, c'est pas forcément celui de l'autorité organisatrice, mais c'est aussi l'initiative citoyenne pour accompagner et montrer aux personnes qui peuvent encore le faire la manière de se déplacer dans les transports en commun. Donc j'ai l'impression qu'on revient à la question de la communication encore. Des questions dans le public ?
Oui, bonjour, Bruno Lecoq-Hierge, directeur du laboratoire ID Le Havre. Moi, j'avais une remarque et puis une question en entendant tout ce qui a été dit. J'ai un peu le sentiment que le regard de la région et celui de la CODA, qui sont portés sur les questions que nous venons d'évoquer, n'est pas tout à fait de même nature quand même. Madame Karcher a parlé beaucoup plus des utilisateurs, des gens, et vous avez parlé davantage de structures, de matériel. Bon, il me semble que là, il y a des portes d'entrée qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Alors c'est vrai que vous n'avez pas non plus tout à fait les mêmes responsabilités et compétences au sens juridique du terme dans ces affaires-là, ce qui peut expliquer ça. Mais moi, j'ai été quand même un petit peu questionné, pour ne pas dire plus, parce que vous avez dit sur la disparition éventuelle des guichets dans les gares au nom de l'utilisation de l'informatique. C'est très bien l'informatique, mais s'il n'y a plus personne dans les gares pour renseigner les gens, on ne va pas tout à fait dans le sens de l'aide à la mobilité des personnes. On est dans une approche qui est un petit peu techno. Et c'est pour ça que j'ai un peu l'impression que vous ne dites pas tout à fait la même chose quand même. Voilà. Est-ce qu'on prend plusieurs questions ? Vous n'avez pas tout à fait la même manière de voir les choses. Les étudiants, peut-être ? On va peut-être prendre plusieurs questions. Il y avait Marie-Laure aussi. Non, ça va ? Bonjour, c'est Diallo, master au Havre. Et moi aussi, c'est plutôt une remarque qu'une question. Vous avez parlé, vous avez parlé de Big Bang, de Big Bang par rapport aux lois. Et sur ces lois, on a parlé de la loi MAPTAM qui a permis le passage de l'autorité organisatrice du transport à l'autorité organisatrice de la mobilité. Et dans cette mobilité, j'ai l'impression que tous ceux qui ont intervenu autour de la table ont parlé du déplacement des personnes, que ce soit des personnes âgées ou des enfants, les élèves, ou des personnes qui se déplacent individuellement par rapport au covoiturage, par exemple. Mais en fait, j'ai l'impression qu'on a oublié un élément, c'est le transport des marchandises, par exemple, dans les villes. Je vais vous arrêter assez rapidement, c'est parce que ce n'est pas le sujet. Mais par rapport à... si on évolue du transport à la mobilité, en parlant de la mobilité, je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes commandent sur Internet et quand les marchands... La question des livraisons. Voilà, quand on commande sur Internet, la plupart, on est livré chez soi. Et je me dis, ça aussi, c'est de la mobilité, ça fait partie de la mobilité. Et ici, j'ai l'impression que cette partie a été complètement soit oubliée ou tout simplement, comme vous venez de le faire, vous l'avez sorti du thème. Voilà, je vous confirme que nous l'avons sorti du thème, étant donné qu'effectivement, en 1h30, il fallait forcément faire des choix. Donc voilà. Mais vous avez raison, grâce à vous, grâce à votre intervention-là, on aura quand même dit 30 secondes. Et Monsieur Hussy, directeur de Stenor, le prendra en bonne note pour la prochaine journée Stenor. Mais effectivement, c'est une question à part entière. Pierre Leclerc, chargé d'études au Carrefour F de Normandie. Moi, j'ai une question qui s'adresse plutôt aux représentants de l'action publique pour les transports et justement sur le thème du réchauffement climatique. Donc face à l'urgence de diminuer les émissions de CO2, comment est-ce que quand on s'occupe de l'action publique, on s'attaque à la problématique de la voiture individuelle? Tout à l'heure, vous avez donné le chiffre de 78% des trajets domicile-travail qui sont effectués en voiture individuelle. Donc, comment on gère ça quand on est aux commandes? Qu'est-ce qu'on peut faire?
Et juste pour rappeler rapidement, généralement, quand on parle des émissions de CO2, c'est un tiers transport, un tiers industrie et un tiers logement. La problématique dans l'industrie et pour le logement, elle a des réponses techniques. Là, pour la voiture individuelle, on touche à la liberté des individus, ce qui est d'autant plus compliqué. Donc voilà, est-ce qu'il y a une réponse publique prévue? Alors, une dernière question devant, et après, voilà, nos intervenants répondront et on se quittera là-dessus. Bonjour, donc Damaris Lévy-Miller du pôle Moveo. C'était juste pour répondre à la deuxième personne, pour dire que tout à l'heure à 14h, il y a une troisième table ronde qui va évoquer les sujets de transport de marchandises, parce qu'il y a tout un volet logistique qui sera abordé. Donc vous n'aurez peut-être pas les réponses que vous souhaitez à toutes vos questions, mais en tout cas, on va répondre à cette question. Évidemment que je vais faire une petite annonce pour que les gens reviennent à 14h. Absolument. Alors, on va... Ah, d'accord. Alors, c'était juste une remarque. Alors, une mini question, là. J'ai vraiment apprécié le parallèle que vous avez fait avec les réseaux de télécommunications. Ça a été fait par Thierry Lochard et par Vincent Breteau. La vision où ces réseaux de transport, un peu comme les backbones pour la fibre optique, on a la chance d'avoir des grands backbones avec la voie ferroviaire, avec les autoroutes, avec la Seine aussi, il ne faut pas l'oublier. Et à côté de ça, il y a les réseaux de dessertes secondaires et le capillaire. Et moi, je me posais la question, lorsqu'on est justement sur le capillaire et que certains territoires ont la chance d'avoir une antenne, voilà, un pôle d'échange, on va dire une gare, et qui, pour autant, ces territoires ne sont pas forcément en capacité de gérer les transports, parce qu'ils ne sont pas tous AOM. On peut penser, et ça a été évoqué, aux petites communautés de communes, enfin aux communautés de communes tout simplement, aux EPCI de petite taille, qui n'ont pas la compétence. Comment ça se passe pour eux, pour raviver justement un service sur une infrastructure? Merci beaucoup. Donc je pense que... Je vais commencer pour répondre la question de la gare. Je comprends était derrière cette question, et cette remarque était probablement une critique de la manière dont on prenait les choses. En fait, il ne s'agit pas véritablement d'une différence d'approche. Après, il y a nécessairement une différence d'approche, c'est-à-dire que la proximité territoriale, je veux dire, on aurait pu aussi, la loi aurait très bien pu dire, il n'y a pas d'AOM, la région s'occupe de tout. Pourquoi la loi ne l'a pas fait? Le législateur a fait autrement, probablement parce que considéré avec justesse que sur ces territoires-là, alors après se pose la question des autres, on viendra, mais sur ces territoires-là, il y avait des autorités qui étaient à la fois en proximité et en même temps en capacité de répondre aux besoins précis des populations dans un système urbain qui est souvent assez complexe. Et voilà, bon, donc c'est un premier sujet. Après, sur l'approche, justement, non, on a bien une approche qui est centrée sur le service et sur le client. C'est justement ce qu'on essaye de développer beaucoup avec SNCF, ce qui n'est pas toujours facile. Je dis simplement une chose, c'est pas ce qu'on envisage sur les guichets de certaines gares, c'est pas au nom de l'informatique, c'est simplement au nom du constat que les guichets ne sont plus utilisés. Voilà. Donc on peut considérer qu'il est normal de maintenir un guichet, donc une personne physique derrière un guichet toute la journée pour répondre à 3 personnes dans la journée. On peut considérer que c'est normal. On peut aussi considérer que c'est pas normal. Voilà. Non, mais ça après, voilà. Donc aujourd'hui, ce que les statistiques qu'on a, c'est par exemple que les accueils généraux dans les grandes gares parisiennes, on n'est pas en train de parler de la petite gare de campagne, grande gare parisienne, 80 à 90% des demandes qui s'adressent aux personnes qui sont dans ces guichets, c'est où sont les toilettes. Non, je parle de la gare Saint-Lazare. Où sont les toilettes? Où est le métro? Bon. Non, mais c'est des questions qui sont tout à fait pertinentes, mais qui, à mon avis, peuvent se régler par de la signalétique. On n'est pas en train de parler d'informatique. Par de la signalétique, tout aussi bien que par la présence humaine d'une personne. De toute façon, il ne s'agit pas de supprimer la présence humaine dans la gare Saint-Lazare, hein, mais les personnes qui sont derrière ces guichets, au centre de la gare, ne répondent pas, parce qu'on ne leur pose pas la question, ne répondent pas à des questions, très très peu, à des questions de mobilité, en réalité. Pardon? Ça veut dire qu'il y a un besoin. Comme lorsqu'on oui. dit on va supprimer un guichet parce qu'il y a 3 personnes, c'est pas une volonté en soi, c'est parce qu'on constate qu'il n'y a pas de besoin. Eh bien, parce qu'il y a des gens qui posent d'autres questions, c'est qu'il y a un besoin et qu'il faut y répondre. Des gens mettant des toilettes
Non mais très bien, mais on voit bien que du coup, le sujet, on est d'accord. On est d'accord qu'il y a un besoin pour répondre à des questions. Le sujet, c'est ce besoin est-il rempli par des personnes derrière des guichets qui sont avant tout là, normalement, pour vendre des billets. Voilà. Donc après, il y a peut-être d'autres moyens de faire, et on y réfléchit. On n'est pas en train de dire qu'on doit supprimer la présence humaine. Je parlais rapidement des guichets, des visio-guichets. Tout à l'heure, je l'ai évoqué. C'est quoi, en pratique? C'est un écran avec des capacités d'interaction et en parlant, hein, on n'est pas que sur des claviers, avec quelqu'un en face, une vraie personne. Sauf qu'au lieu d'être là, physiquement dans la gare, cette personne, elle est dans un centre ailleurs dans la région, et elle peut répondre à toutes les questions. Elle a le plan de la gare, elle a les schémas, etc. Donc c'est à peu près pareil que dans un guichet, sauf que la personne n'est pas physiquement là. Mais on n'est pas sur une réponse virtuelle au sens un robot qui répond. C'est bien une personne humaine, physique, qui répond aux questions. On voit bien là qu'on peut aussi optimiser, parce que du coup, cette personne-là, elle répond à la question en gare de Surdon, et puis 5 minutes après, elle répond à une question en gare de Coutances, ou je ne sais quoi. Voilà. Donc, bon. La voiture individuelle, qu'est-ce qu'on fait? Peut-être que c'est sur ça ou pas Peut-être, juste pour rebondir, c'est aussi dans les complémentarités justement qu'on se rejoint, et c'est ça aussi l'objectif de la loi, c'est que les différents niveaux se complètent. Et effectivement, le niveau d'une AOM comme la CODA, c'est vraiment la proximité et le service à l'usager. Et c'est parce qu'on est en lien avec la région et qu'on se coordonne qu'on va offrir un service complet. Et c'est vrai que la proximité, c'est notre compétence. Donc voilà, je pense que ça explique aussi voilà, ces complémentarités entre nos discours. Sur la question des marchandises, je pense que c'est important aussi de la relier à celle du déplacement de personnes, parce qu'on verra que les choses peuvent se coupler, et donc moi j'entends la réflexion à venir sur ces choses-là. Et puis sur la question importante du réchauffement climatique, enfin du changement climatique, effectivement l'idée c'est pas de priver de mobilité les personnes. On sait que c'est l'évolution de la population, et on voudrait pas ni priver de liberté ni priver de mobilité, mais plutôt trouver d'autres moyens pour limiter l'utilisation de la voiture individuelle. Et c'est bien ça qu'on essaye de proposer, c'est rendre attractifs les autres modes, rendre attractif le transport en commun, parce qu'on a une qualité de service et que finalement dans sa voiture, peut-être on perd plus de temps que quand on est dans le tramway en train de déjà travailler sur son smartphone, ou écouter la radio, ou autre, ou regarder la presse, discuter avec son voisin, effectivement. Me dit mon voisin. Et voilà, c'est aussi comment on rend attractif les autres modes. Je pense qu'il y a une vraie question de temps de parcours. Parce qu'aujourd'hui, ce que les personnes... la variable manquante, c'est quand même le temps. Donc là, il faut qu'on soit performant. Il faut qu'on soit performant en termes de temps de parcours, quitte à rendre un peu moins performant les voitures. Et puis, il y a aussi les modes de motorisation alternative et tout ce qui est électromobilité. On travaille aussi sur l'électromobilité, que ce soit au niveau des bus. Vous le savez peut-être, on accueillera nos premiers bus électriques prochainement. Mais aussi l'électromobilité des véhicules, donc des voitures personnelles. Donc là aussi, on met en place des bornes de recharge de véhicules électriques sur le territoire. Et je sais qu'il y a un certain nombre d'incitations pour l'achat aussi de ces véhicules. Et puis également le vélo électrique, quand même, sur notre territoire. C'est une problématique importante, puisqu'on a une déclivité qui coupe quand même notre territoire, et que le vélo électrique peut être une solution qui permette le vrai développement du vélo, et qu'il ne reste pas confiné à la ville basse. Et donc là aussi, c'est des sujets sur lesquels on travaille et sur lesquels on aimerait que les choses se développent. Alors, est-ce qu'on peut... on a déjà survolé la question de la capillarité un petit peu tout à l'heure, effectivement. Je ne sais pas si Thierry Lochard, vous voulez rapidement... parce que là, on va être vraiment... C'est vrai que c'est le débat de fond, en fait. C'est comment faire pour que les gens se déplacent pas tout le temps en voiture. C'est pas qu'on mette la voiture à la casse. Alors. Parce que ça, c'est... quand on parlait des 78%, c'est une moyenne. Dans certains territoires de Normandie, on atteint quasiment les 100%. Parce qu'il n'y a pas d'alternative. Je parle des zones les moins densément peuplées. La voiture, c'est l'outil de déplacement. D'où les solidarités qui peuvent se développer, qui sont des solidarités intelligentes. Parce que
Je parlerai aussi du vélo électrique, qui est un outil de cohésion sociale important, puisqu'il permet aux personnes âgées de faire du vélo avec leurs enfants et leurs petits-enfants. Ça aussi, c'est un autre sujet de cohésion sociale. Sur les haltes et sur la présence de personnes dans les gares, c'est vrai que c'est ce qui distingue une gare d'une halte, en fait. Une gare ferroviaire, c'est une gare où il y a des gens, une halte, donc il faudra peut-être revoir du coup ces termes en fonction du niveau de service. Donc là aussi, il y a toute une révolution aussi qui est en cours là-dessus, sur la gare et son rôle, parce qu'on a parlé exclusivement de la gare comme un hub intermodal ou donc un peu techno, mais la gare, c'est aussi, ça peut être en ville, un équipement urbain. On parle on y met maintenant des bibliothèques, on y met des crèches, on y met de la livraison avec des consignes Amazon qui permettent aux gens d'aller chercher leur colis avec un code. Voilà, donc la gare, elle change aussi complètement sa fonction, et du coup, elle offre des services qui vont au-delà de l'intermodalité, parce que ça, c'est essentiel. Il faut savoir que les gens, ils sont intoxiqués à la voiture. On est vraiment dans une addiction, mais qui est des fois un peu normale. La chaîne de déplacement d'un périurbain, elle est maison, école, travail, école, course, maison. Et donc cette chaîne de déplacement, elle se fait avec un unique véhicule. Donc c'est pas évident de changer ses habitudes. On essaye au Havre justement de travailler, pourtant c'est une agglomération, mais les gens adorent venir en voiture et longer la plage. Quand vous êtes sur Octeville, l'été, les gens, ils adorent ça. C'est un petit côté Los Angeles. Moi j'en ai discuté avec certains, mais ils ne prendront pas le tramway, etc. Ils viendront en voiture parce que c'est sympathique. Donc après, il y a les bus, il y a quand même pas mal de choses en agglomération, on a des alternatives. Et dernier point, notamment en agglomération, c'est les petits trajets. C'est sur ces petits trajets qu'il faut travailler. Parce que les petits trajets, c'est la moitié du déplacement en voiture. Donc ces petits trajets, c'est moins de 3 km. Donc là, on peut aussi s'interroger sur dire qu'est-ce que je peux faire. Et il faut aussi donner du choix. Des fois, il faut que la voiture elle reste au garage de temps en temps. Voilà. Et il faut des abonnements, l'IA, remboursés à 50% par l'employeur, c'est quand même déjà pas mal, voire plus, à tout mode. Voilà. Donc je pense que faut bien savoir que toutes ces politiques-là coûtent beaucoup, beaucoup d'argent. Et à un moment, il va falloir que le citoyen il adhère à tout ça, quoi. C'est important. Question de génération, mais il faut y aller. Là, ça va être très difficile, je dois avouer. Je vais donc devoir clore cette table ronde qui, à mon avis, avec les dernières discussions et être par ailleurs obligé de couper la parole comme ça, montre que le sujet pourrait encore continuer à être traité. Je voulais à nouveau renouveler mes remerciements pour votre présence. Remercier également le public de votre intérêt, de votre attention. Alors, nous nous retrouvons à 14h. J'avais trouvé une petite phrase justement sur le site des Assises de la mobilité. Au-delà des grandes infrastructures, ce qui a quand même été beaucoup le débat ce matin, la priorité est désormais d'améliorer les transports du quotidien qui concernent la majorité des Français. L'objectif est de restaurer l'équilibre et l'efficacité des transports classiques et de développer de nouvelles solutions innovantes.